Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 8 janvier 2023. J'ai appris aujourd'hui le décès de Jean Guernon. Alors, si vous vous souvenez, il y a quelques semaines, 3 semaines peut-être, un peu avant Noël, j'ai commis une vidéo lui étant consacrée. Il m'accordait une entrevue sur son aventureuse vie dans le monde de la contre-culture et en particulier ses relations avec le baron Philippe qui a écrit le manifeste du matriarcat. Et je le savais gravement malade, il était en fait dans les derniers moments de sa vie. De là l'empressement nôtre à réaliser cette entrevue. Et il y a quelques jours à peine, il y a quelques jours à peine, 3-4 jours, il me pressait de faire cette dite vidéo sur le fameux manifeste du baron Philippe. Et je lui avais répondu que je ne tarderais pas, le sachant vivant ses derniers moments d'existence. Eh bien, le temps mal m'en pris, le temps qui lui était imparti à vivre fut plus court que je l'avais imaginé. Alors, j'ai appris aujourd'hui donc le décès de Jean Guernon, ce vendredi 6 janvier. Et nous nous étions, et nous nous rencontrerons pas non plus, mais nous étions jamais rencontrés. Et c'est assez étonnant les liens virtuels qui peuvent se nouer les uns avec les autres à un point tel qu'on a l'impression de se connaître même si on ne s'est jamais rencontrés. C'était le cas avec Jean. Nous interagissions beaucoup l'un avec l'autre. Et moi, j'étais fasciné par son parcours d'aventurier de l'esprit, j'aurais envie de dire. Et les conditions qui sont faites à ces chercheurs d'absolu, aurait dit Marie-Madeleine Davy, ou ces aventuriers de l'esprit, ou tous ces êtres qui font des démarches singulières, hors des sentiers battus, et de plus en plus, peut-être pas difficile, mais il est de toute nécessité de créer des communautés, voire des micro-communautés, où nous pouvons nous rassembler et échanger sur nos passions communes. Ici, ceux qui sont avec moi ce soir et dans la journée de demain, ce sont des amoureux de littérature et de poésie. Alors, je vais remettre en note de bas d'écran l'entrevue avec Jean Guernon. Ça me désole, j'ai l'impression de perdre un ami, même si je ne l'ai jamais rencontré. Mais assurément, je perds une sorte d'allié, une sorte d'esprit frère. Je ne dirais pas dans ce monde difficile parce que, bon, il faut absolument tisser des liens. Et la technologie, en nous séparant, peut également nous rassembler. Mais alors, encore là, il faut un effort de créativité et il ne faut pas s'abandonner au fatalisme et encore moins à l'amertume de quelque manière que ce soit. J'ai appris aussi également le décès de Jean-Marc Lafrenière, qui était également un de mes amis Facebook, qui était aussi un client de la librairie. Je lui envoyais par la poste régulièrement des livres qu'il avait trouvés sur ma page. Et Jean-Marc était très actif également. Et lui aussi était gravement malade. Et très curieusement, les deux hommes vivaient dans le même village, celui de Saint-Ferdinand, dans les Bois-Francs, si je ne m'abuse. Et c'est là aussi que vit Christiane Tremblay et Jean Gagné,
qui ont acheté, si je ne m'abuse, un ancien presbytère pour y faire un centre culturel. Et, et sans doute ont-ils perdu en la personne de Jean Guernon et de Jean-Marc Lafrenière, en tout cas, deux phares de ce village. Deux phares de ce village, deux poètes, oui, Jean Guernon était une sorte de poète. Et Jean-Marc Lafrenière, assurément, lui, en était un, patenté, dûment publié dans plusieurs maisons d'édition reconnues, dont une niçoise. Et, je pensais avoir sur mes rayons des livres de Jean-Marc, alors j'aurais pu vous en parler. Alors, et un point commun aussi unissait les deux hommes, et qui me concerne un peu, c'est que le premier, Jean Guernon, a été ami avec mon père et il a été proche du baron Philippe, avec lequel mon père a fondé le Parti poétique. Et ils ont fait une petite revue, une toute petite revue, en fait une revue, une brochure qui a connu un seul numéro, et dans lequel, était-ce un pastiche, était-ce vraiment... mais le Québec des années 70 était tellement iconoclaste, peut-être que c'était le cas, dans lequel on y retrouvait un poème de René Lévesque, celui qui est devenu 6 ans plus tard, qui allait devenir 6 ans plus tard, le premier ministre du Québec, le fondateur du Parti québécois, et qui a mené je ne dirais pas le Québec aux portes de l'indépendance, mais en tout cas qui lui en a fait approcher, à tout le moins. Et il était proche, donc, Jean Guernon a connu mon père, et ce Guernon-là également, qui était proche du baron Philippe, ce baron Philippe-là avait fondé un parti politique, le Parti poétique. Et qui a fondé un parti poétique, aussi le Parti poétique avec Maurice Trépanier, qui est le père également d'un de mes amis, et qui, lui, est décédé en 2022. Quant à Jean-Marc Lafrenière, c'était également un ami de mon père. Alors, c'est une génération, ce sont des arbres qui tombent. C'est toute une génération ayant appartenu au monde de la contre-culture, ou du moins de la culture marginale, marginalisée, dans les franges, qui à chaque jour disparaît. Et aujourd'hui, j'allais vous parler d'un poète. En fait, je ne vais même pas vous en parler, je vais vous montrer le livre, mais vous allez me dire, c'est assez étonnant, je vais vous montrer la page de couverture d'un livre sans vous parler de ce poète. Mais en fait, peut-être est-ce un moment de ma part de nostalgie. Je vais vous le montrer, puis vous allez voir de quoi il en retourne. Et c'est Joseph Laferrière, et c'est un écrivain lowellois. Alors, je vous montre le livre. Alors, c'est quoi? Ça mange quoi en hiver, un écrivain lowellois? Les amateurs de Jack Kerouac auront peut-être entendu dans cette description le nom de la ville de Lowell, dans le Massachusetts. Lowell rendu célèbre car Jack Kerouac y est né. Et ce que nous dit le préfacier de cet ouvrage, Robert B. Perrault, c'est que la ville, justement, de Lowell, dans le Massachusetts, a été reconnue par le monde entier par le passage de Jack Kerouac. Mais qu'il n'y avait pas que Jack Kerouac, il y avait également Joseph Laferrière. Alors, c'est une autre génération qui, elle, je serais curieux de connaître quel est l'état des lieux de la poésie franco-américaine. Lowell était une ville industrielle de moyenne importance dans laquelle une importante communauté de Canadiens français qui avaient fui la misère, la pauvreté,
1 million de Canadiens français au début du siècle dernier, 1 million, ont fui les conditions exécrables dans lesquelles ils vivaient, conditions de misère. Et des conditions de misère combinées à la fois par une gestion qui les désavantageait du gouvernement canadien, canado-britannique, j'aurais envie de dire, et par le fait aussi de l'industrialisation, dans laquelle le Canada français accusait un retard, tant et si bien qu'1 million de nos compatriotes ont franchi la frontière pour aller s'établir aux États-Unis. Mais ils étaient si nombreux qu'ils pouvaient avoir leurs journaux, ils pouvaient avoir leur poste de radio, leurs églises, leurs communautés, et même avoir en leur sein des écrivains et des poètes. Tout cela a duré jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale environ, et par la suite l'intégration, pour ne pas dire l'assimilation en fait, s'est faite de manière très très rapide, et les Canadiens français sont devenus des Américains. Et certains d'entre eux ont changé leur patronyme afin de biffer cette appartenance, en tout cas au niveau de l'oreille, au niveau de la consonance, de biffer le fait français dans leur patronyme. Alors lui, Joseph Laferrière, a écrit, donc en français, et ce qu'on y apprend là-dedans, c'est qu'il était né à Saint-Félix-de-Valois, dans le comté de Joliette, et que c'est à l'âge de 18 ans, suivant les traces de sa sœur, qu'il est allé s'établir. Oui, il est né en 1882. Et c'est à l'âge de 18 ans, donc au début du siècle, qu'il est allé s'installer, dis-je, dans le Massachusetts, rejoignant ainsi sa sœur. Et par la suite, bon, il a écrit des poèmes. Si je les hume, évidemment, à connotation très religieuse, blâmant le jeu, blâmant l'alcool. Et il se pique aussi dès qu'il a entre les mains un ouvrage mis à l'index par l'Église catholique, il se fait fort de le faire brûler dans son poêle à bois. Mais, donc, je ne suis pas sûr que d'un point de vue littéraire, ce soit d'une grande qualité. Ce que j'ai voulu vous montrer ce soir, en fait, c'est la présence de ce fait français qui a été très important en Amérique et qui ici et là, nous retrouvons des traces. Et cet ouvrage de Joseph Laferrière, écrivain lowellois, a été publié en 1982 par... je vais peut-être vous en lire un seul poème. Mais c'est... Ouais, peut-être moi, je vais vous lire quand même quelque chose. Et ça a été publié par le National Materials Development Center for French and Creole. Et voilà, French and Creole. Ça fait rêver un peu, hein? Alors, sur notre histoire canadienne-française, alors c'est ce que je voulais. Je voulais vous montrer ça, mais je pense que je vais nous garder ça pour demain. Tenez, ce livre. Ouais, je nous garde ça pour demain, ça nous fait notre thème de demain. Québec à l'été de 1950, Lida Moser et Roch Carrier, un livre de photos sur le Québec des années d'avant 1950. Depuis la défaite du marquis de Montcalm au Québec, sous la domination anglaise, les Canadiens français ont subi de grands ennuis et beaucoup d'humiliations. L'histoire est là pour vérifier ces malheureux faits et pour remédier à cet état de choses si déplorable.
il a fallu nécessairement reviser les lois du Canada. Alors, en 1867, pour calmer l'agitation entre le Haut et le Bas-Canada, le Bas-Canada, c'était la portion française, il fallut à tout prix trouver un moyen de conciliation pour en arriver définitivement à une entente entre l'autorité britannique et la pauvre minorité canadienne-française. Alors, des hommes d'une compétence vraiment mémorable résolurent de fonder l'acte de la Confédération et de faire garantir les droits des provinces, c'est-à-dire la liberté de légiférer sur les habitants et leur donner libre cours dans la revendication de leurs droits religieux, civils, éducationnels. Les pères de la Confédération, au nombre de 11, méritent d'être reconnus, car ces grandes figures de notre histoire ont placé le Canada sur un pied de progrès et d'heureuses évolutions politiques. Sire Georges-Étienne Cartier et l'honorable Taché, Hector Langevin et M. Chappet furent les maîtres promoteurs. On peut ajouter Sir John Macdonald et Sir Charles Tupper et d'autres Anglais. Les causes de la Confédération ont été le désir de mettre fin à l'instabilité ministérielle, de créer un marché intérieur, d'assurer la sécurité du Canada vis-à-vis des États-Unis, d'acquérir les territoires de l'Ouest. Alors on peut dire sans contredit que Sir Étienne Rascal-Taché a joué un rôle prépondérant dans l'autonomie des provinces du Dominion. Aujourd'hui même, on se demande comment il se fait que le gouvernement fédéral d'Ottawa cherche tant à centraliser les provinces du Canada. Mais il semble que le gouvernement de Québec est plutôt le point de mire des centralisateurs. Mais pourtant, le premier ministre a donné une preuve indéniable de réalisation exceptionnelle et pendant 15 ans, il a monté notre province au sommet du progrès, que notre province française ait perdu beaucoup de ses droits par l'influence de l'autorité du gouvernement fédéral. Et comment se fait-il que M. Louis Saint-Laurent fasse des luttes énergiques contre notre gouvernement provincial qui mérite les plus grands éloges du peuple canadien, quelles que soient ses origines? Veut-on voir mourir nos traditions nationales et religieuses et voir s'écrouler nos magnifiques institutions? Si le lecteur se donnait la peine de prendre connaissance des empiètements des centralisateurs, assoiffés de domination désastreuse au bien-être des 10 provinces canadiennes, cependant nos chefs de la politique canadienne devraient s'unir et prêcher la concorde afin que ces pauvres minorités puissent obtenir justice et travailler de tout cœur pour devenir bientôt l'une des plus belles républiques et jouir d'une vie sociale, fraternelle, en rendant au maître absolu de toute chose ce qui lui appartient, et les difficultés présentes cesseront de se multiplier, et le pays de nos aïeux pourrait enfin jouir de cette paix si longtemps désirée. Joseph Laferrière, et c'est paru dans le journal L'Étoile, la 71e année, le numéro 62, le 19 avril 1957. Ouais, L'Étoile, eh bien, c'est un journal français, c'est une revue franco-américaine. Ça me fait penser aussi à la devise du Minnesota, l'Étoile du Nord, devise qui est en français d'ailleurs. J'ai raconté souvent ici que mon arrière-grand-mère, Florida, est née dans le Minnesota, où à Saint-Paul, Minnesota, vivait une très importante communauté canadienne-française. Alors, est-ce la disparition de ces hautes figures méconnues
Jean Guernon et Jean-Marc Laferrière, qui m'a fait pendant quelques heures aujourd'hui plonger dans une sorte de nostalgie de cette présence française, canadienne française, disparaissant, en tout cas disparu et disparaissant à travers la vaste Amérique. Il y avait Serge Bouchard, l'anthropologue Serge Bouchard, qui, dans une série de livres tout à fait remarquables et d'émissions de radio, ces remarquables oubliés, nous faisait connaître ces grands héros, ces grandes héroïnes de cette épopée canadienne-française, canadienne-française, qui étaient des synonymes, tout au long des 3 derniers siècles à travers l'Amérique. Alors, une démarche sans précédent qui a redonné beaucoup de fierté à beaucoup d'entre nous, mais il me coûte de confesser que je sens à la fois un regain d'énergie chez une jeune génération qui va reprendre à son tour le flambeau, et en même temps une génération à laquelle j'appartiens qui de plus en plus, j'aurais envie de dire, sombre dans une sorte de désabusement, ce dont je me garderai bien de faire, vous l'aurez compris. Mais parfois j'ai des petits moments de nostalgie, me souvenant moi-même que de mes propres origines, mon père étant franco-métis, ontarien, et dans ma propre famille, l'assimilation va bon train. Et pendant longtemps, pour ma part, j'ai associé la langue anglaise à la langue de ma propre disparition. En fait, pour moi, l'anglais, c'était la langue de la mort, d'une certaine manière. Mais j'ai l'impression que à peu près toute la planète au complet, en tout cas le bloc occidental, qui n'a pas le choix de parler anglais, voit cette langue mordre dans les autres langues natales. N'est-ce pas Étiamble qui avait écrit au début des années 70, ou à la fin des années 60, « Parlez-vous franglais », un manifeste assez étoffé contre une perdition de la langue originale. Et non pas une simple intégration de mots nouveaux qui font avancer, ou en tout cas qui bonifient, ou encore qui nourrit les langues d'origine, mais carrément un détournement, un affaiblissement. Et Étiamble, aujourd'hui, je ne sais pas que dirait-il de l'état de la langue française, tant de ce côté-ci de l'Atlantique que de l'autre côté. Je ne saurais trop ce qu'il en penserait, mais assurément, dès le début des années 70, ou fin des années 60, il déplorait l'usage intempestif et mal avisé et mal approprié de certains mots anglais et de même certaines locutions anglaises dans notre vocabulaire. Alors, voilà. Mais bon, demain, on va encore être un peu nostalgique en compulsant ce livre de cette photographe new-yorkaise qui, mandatée par le magazine Vogue, a sillonné les routes du Québec d'avant la télévision. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien et à demain. Télévision dont disait Pasolini qu'elle avait détruit les cultures populaires. À demain.